Donc, on va assister au dernier séminaire, mais pas des moindres, qui va être donné par Francis Bach. Donc, Francis est un des chercheurs brillants en machine learning, membre de l'Académie des sciences, auréolé de plein de prix pour ses travaux de manière générale en machine learning. Beaucoup sur des problèmes d'optimisation, l'interface entre optimisation et statistique. Et il va aujourd'hui donc nous donner son point de vue sur ces algorithmes de score diffusion, ce qui fera un complément par rapport à l'introduction que j'ai fait avant. Merci beaucoup, Francis, pour faire ça. Merci Stéphane pour l'introduction très généreuse et pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici parler à cette audience. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de choses sur lesquelles je ne suis pas super expert. D'accord ? Donc ce sont des choses que j'ai appris à connaître depuis 6 mois. Et l'idée étant, dans une première partie, de donner la version classique, d'accord, qui est celle que vous verrez dans les différents tutoriaux, et la version plus personnelle, qui est une collaboration avec Ji-Won Park et Saïd Saremi. Donc le but va être de faire de l'échantillonnage à partir d'une distribution P. Et l'enjeu dans ces domaines d'échantillonnage, c'est comment on connaît P. Donc souvent, on connaît P à travers sa densité ou à travers sa log densité f de x. Et souvent, on veut s'amuser à échantillonner en haute dimension, et le haute étant assez relatif suivant les cas, et des données complexes. Donc dans notre cadre, dans le cadre de l'échantillonnage en milieu continu, en gros, on va s'attacher à avoir des densités qui ne sont pas forcément log concaves. Log concave, ça veut dire en gros essentiellement elles sont unimodales et bien gentilles. Donc ça, on sait faire en dimension assez grande. Et peut-être que dans certains de vos cours, vous avez dû voir ces algorithmes-là. Et le but va être d'échantillonner dans un cadre où on n'aura pas d'hypothèse de concavité ou de convexité sur les log densités. Et on verra que soit f est donné, soit f n'est pas donné, mais on connaît des échantillons. Et on veut échantillonner par rapport à f. Vous me direz, c'est un peu circulaire, d'accord ? J'ai des échantillons et je veux en régénérer d'autres. Ça paraît un peu circulaire, mais ça sert à faire toutes les belles images qu'on voit sur le net, sur Midjourney ou d'autres, GPT. À la fin, ils ont appris sur des images, donc ils ont appris à échantillonner par rapport à une source qu'ils connaissaient uniquement à l'aide d'échantillons. L'idée étant qu'on veut pouvoir modifier un petit peu les images. Donc je verrai ça un petit peu à la fin. Mais l'idée étant de savoir, on va avoir des images, des échantillons, et on va apprendre à échantillonner. Donc l'algorithme le plus classique actuellement est très utilisé. Donc ce n'est pas le seul pour échantillonner, mais c'est l'algorithme de diffusion, que je vais passer quelques transparents à le décrire. Ça, c'est juste pour l'introduction. On va suivre une diffusion avec un terme de drift qui sera exactement exactement le gradient de la densité, d'accord, et plus un brownien, je définirai ça tout à l'heure, mais une manière de faire en pratique, c'est de discrétiser cette diffusion, la discrétisation de Euler-Maruyama, qui consiste à faire une descente de gradient. Donc là, j'ai fait une erreur, ça commence bien. C'est xk moins gamma gradient de f de xk. Donc c'est une descente de gradient essentiellement avec un pas auquel je rajoute un bruit. Donc ça, c'est ce bruit qui va générer non pas l'arrivée vers l'optimum global, qui sera x étoile, qu'on appellera x étoile, mais l'échantillonnage par rapport à exponentielle moins f. Donc ça converge en général presque tout le temps. Il y a des conditions assez générales, mais c'est souvent très très lent. Et si vous voulez l'utiliser en pratique, ce n'est en dimension plus grande que 10 ou 20, ce n'est vraiment utile que quand la densité est log concave. Et c'est exactement une situation qu'on veut éviter. Donc c'est le but du jeu aujourd'hui. Donc une petite revue des équations différentielles stochastiques. Je leur ai un peu besoin pour montrer comment marche la diffusion. Donc c'est une équation différentielle. Donc si je prends juste l'inéquatif classique, j'ai dxt sur dt égale une fonction de xt, qui est potentiellement du temps. Donc ça, c'est l'équation différentielle classique. Mais je rajoute un bruit stochastique à chaque itération. Donc il faudrait un cours entier pour définir exactement ce que c'est une équatif stochastique. Mais moi, dans ma manière dont je vois les choses,
c'est à travers le pas de discrétisation. Donc si je discrétise cette équation différentielle stochastique, si j'ai que le terme non stochastique, bon, bah ça c'est la formule d'Euler, pour aller de l'instant t à l'instant t plus dt, eh bien je rajoute le temps fois mon gradient. Donc ça c'est la version non stochastique. Et la version différentielle stochastique, je rajoute une gaussienne, d'accord, avec, et c'est ça un peu la subtilité, si vous retenez une seule chose aujourd'hui, c'est que le bruit, il est en racine du pas et pas dans le pas. D'accord, donc je rajoute un bruit gaussien de variance dt, mais d'écart type racine de dt. Donc l'échelle de bruit est beaucoup plus importante que la taille du pas. Pourquoi c'est plus important? Parce qu'on est en dt petit, donc la racine carrée est plus grande que dt. Donc on fait un pas suivant on prend on suit le drift et on rajoute du bruit. Et souvent dans l'algorithmique, eh bien quand t est discrétisé, d'accord, avec échelle gamma, et donc on commence à 0, gamma, 2 gamma, 3 gamma, et on passe de k gamma à k plus 1 gamma, essentiellement dans cette équation en remplaçant le dt par gamma. D'accord, donc quand vous voyez si vous faites de l'optimisation, vous voyez un pas, un step size gamma, eh bien ça correspond de manière implicite à un pas de discrétisation d'une équation différentielle. Voilà, donc ça c'est un peu la manière de voir les choses, mais ça c'est la manière un peu intuitive, mais on sait dire plein de choses. D'accord ? La première chose qu'on sait dire, c'est que donc, comme j'ai un aléa, mes x sont aléatoires, donc j'ai une densité à l'instant t, et cette densité, elle évolue au cours du temps. Il s'avère qu'elle vérifie une équation de dérivée partielle qui s'appelle l'équation de Fokker-Planck. Donc je ne vais pas montrer, j'ai juste donc la décrire, c'est que la dérivée par rapport au temps de cette densité, eh bien, va avoir des termes qu'on retrouve classiquement en équation de dérivée partielle. Si vous vous rappelez un peu de la physique, il y a le Laplacien, d'accord, qui est la somme, qui est la trace de la hessienne, d'accord, et il y a la divergence qui est la trace du jacobien. D'accord, donc c'est la divergence d'un champ de vecteurs, f, c'est dfi, c'est df1 sur dx1 plus df2 sur dx2 jusqu'à la dimension. Donc ça, il y a une équation de Fokker-Planck. Donc la preuve, celle que je connais, c'est de regarder ce qui se passe quand je prends l'espérance d'une fonction test. Ça, c'est la preuve classique. D'accord, je regarde une fonction texte h fixe, son espérance, qui est l'intégrale de p de x, h de x, en t plus dt et en t, et j'utilise la discrétisation, et après une expression de Taylor à l'ordre 2. À l'ordre 1, je vois apparaître le gradient. À l'ordre 1, j'ai le gradient fois quelque chose qui est de moyenne nulle, donc en l'espérance, ça va disparaître. Par contre, quand j'aurai le carré, donc quand j'aurai le terme en hessien, j'aurai un carré qui va me donner un 1,5 qui va contrer mon racine de 2, et j'obtiens la trace de la hessienne. Donc ça, c'est juste. Et après, une fois que je suis arrivé à ça, intégration par partie, et j'obtiens Fokker-Planck. Donc ça, si vous n'avez jamais vu les équations différentielles stochastiques, ça paraît un peu mystérieux, mais c'est un sujet qui prend un peu d'ampleur en machine learning, qui était très classique quand j'étais à votre place pour la finance mathématique, mais qui maintenant prend aussi de l'ampleur en machine learning. Donc, quand j'ai Fokker-Planck, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, si je prends un terme de drift qui était moins le gradient d'une fonction f, vous pouvez vérifier par vous-même que si je prends donc log de p, quand je prends log de p égale moins f sur sigma carré, eh bien, je peux vérifier que l'équation de Fokker-Planck, le point stationnaire, donc pour lequel la dérivée vaut 0, par rapport au temps vaut 0, on obtient bien la bonne densité. Donc ça, je n'en aurai besoin tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'en parle ici. Donc il y a toujours une convergence qui est souvent exponentielle vers la distribution stationnaire, donc c'est comme une chaîne de Markov. Une chaîne de Markov, on va souvent, si elle est homogène, et là mon terme de drift il est homogène, je n'ai pas de bruit ici, le bruit est homogène, une chaîne de Markov tend à converger vers une loi stationnaire, et souvent elle converge de manière exponentielle, mais j'ai mis ça entre guillemets parce que c'est exponentiel, mais ça peut être très très lent. D'accord, donc ce qu'on a appris en optimisation, c'est qu'être exponentiellement convergent, ce n'est pas suffisant. Il faut être exponentiellement convergent, mais avec une constante qu'on connaît. D'accord, si la constante de temps, c'est 10 puissance 16, ce n'est pas super intéressant. D'accord, donc là, il s'avère que c'est toujours exponentiel, presque toujours, avec des conditions assez faibles, mais très très lent. Là où ça devient
contrôler, c'est quand la densité est log concave, donc quand f est convexe. Donc quelque part, il y a un peu une similarité entre ce qu'on ferait en optimisation, d'accord, descente de gradient, on sait montrer les taux de convergence globaux quand on a une fonction convexe. Pareil, quand on fait des diffusions de Langevin, on sait montrer des taux de convergence avec des constantes explicites quand la fonction f est convexe, qui correspond aux densités log concave. Mais je rappelle, le but est vraiment d'échantillonner par rapport à des densités non log concave. Voilà, donc ça, c'est une petite revue de Langevin. Donc le but d'aujourd'hui, c'est d'aller au-delà des densités log concave, imaginer, échantillonner par rapport à toutes les images naturelles. Allons-y. Alors, quel est l'astuce derrière ces modèles de diffusion? Donc ça date de Song et Hermon depuis 5 ans. Et il y a de très beaux introductions par Valentin Bortoli et Gabriel Perret, que j'ai repris un peu leur présentation. Donc la première fois qu'on voit ça, ça paraît un peu bizarre, voire délirant, d'accord, mais faisons-le quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lancer une diffusion, de ce qui est celle-ci, d'accord, avec un terme de drift qui est en moins xt, qui est le gradient de xt au carré, de la norme de xt au carré, et en partant de la distribution de laquelle je cherche à échantillonner. Donc x0, ça sera mes images, ma distribution d'images, et donc je vais m'éloigner de ma distribution. Donc ça, cette équation différentielle stochastique, elle a un nom, c'est Horstad-Uhlenbeck process, et elle est très étudiée en mathématiques appliquées, en probabilité, et en fait, elle est intégrable complètement. On sait dire à tout moment quelle est la densité de x. Donc soit en résolvant un Fokker-Planck que j'ai présenté au transparent précédent, soit avec d'autres techniques, mais à la fin, ce qu'on peut montrer, c'est qu'à l'instant t, la loi de xt, c'est une somme de ma loi initiale x0, d'accord, plus une gaussienne, le tout un peu rescalé. Donc à la fin, ce que va faire ce processus, c'est partir de x0, à t égale à 0, j'ai mes images, et je vais rajouter un peu de bruit et tout rescaler vers 0. Vous pouvez vérifier que quand t tend vers l'infini, eh bien, cette terme-là disparaît, ça tend vers 0, il vous reste une grosse gaussienne de standard. Donc ce qu'on va faire, c'est partir d'une distribution très structurée, les images, et finir avec un gros bruit blanc à la fin. Donc ça, c'est un flow, voilà, je rajoute du bruit sur mon image au fur et à mesure. Et l'idée, on va dire idée géniale, idée quand même qui paraît farfelue, mais qui va fonctionner, c'est de se dire, eh bien, on va aller jusque très très loin, en gros gaussien, et on va faire demi-tour, d'accord, pour essayer de enlever du bruit au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est censé être difficile. J'ai rajouté du bruit, je ne peux pas l'enlever, quoi. Quand vous sortez le dentifrice du pot, allez le remettre dedans, pas facile, d'accord. Eh bien, il s'avère que c'est ce qu'on va faire, d'accord. Et l'idée étant de dire que donc on va appeler YT petit t qui sera donc le processus backward. Donc on part de grand T, T très très grand, de telle sorte que si je suis à T très très grand, ce terme-là disparaît. Donc j'ai en gros une grosse gaussienne, d'accord. Et je vais partir de grand T et partir dans l'autre sens. Et il s'avère, et je vais faire la preuve au transparent suivant, que ce processus stochastique, il suit lui-même une diffusion. Donc qui dit suivre une diffusion, dit je vais pouvoir discrétiser pour la suivre. D'accord. Donc regardons cette diffusion et on va voir qu'elle fait apparaître la densité de x. D'accord. Donc ce n'est pas une diffusion qui est aussi simple avec un terme de drift qui est constant, qui ne dépend pas du temps. D'accord. Là, c'est vraiment toujours moins x. Là, ça va dépendre du temps. Donc comment on montre ça? Donc là, effectivement, ça paraît un peu magique et je vais utiliser ce que j'ai montré au transparent précédent, qui est totalement Fokker-Planck. D'accord. Donc je prends l'équation de Fokker-Planck pour la densité, la densité de x à l'instant t, que j'ai appelée RT. Donc c'est toujours dérivé par rapport au temps de ma densité à l'instant t. C'est une fonction de l'espace x. C'est moins la divergence du drift. D'accord. Le drift, c'est moins x, donc c'est divergence de r fois x, plus le terme de Laplacien. Voilà, donc ça, c'est ma équation de Fokker-Planck. Ensuite, je vais introduire ma densité de mon processus backwards. Et la seule différence entre les deux, en termes de dérivée, la dérivée par rapport à l'espace est la même,
mais la dérivée par rapport au temps va être inversée, d'accord, parce que j'ai inversé le temps. Donc quand on regarde la dérivée par rapport au temps, on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup à une équation de Fokker-Planck, mais il y a des termes négatifs qui sont un peu embêtants, en particulier celui-ci. D'accord. Autre solution, on pourrait le rentrer là et dire que c'est un terme de drift qui est moins x au carré, qui n'est pas top, mais au moins ça on sait gérer, mais c'est le moins Laplacien qui est vraiment un problème. Et l'idée, ça va être de manipuler ce terme, d'accord. Et la manière de faire, la manière qui a été faite donc, par Hermann et Song, c'est de prendre donc moi le Laplacien, de le voir comme étant le Laplacien, d'accord, dont on aura besoin pour créer une diffusion, d'accord. On sait que quand on a une diffusion dans l'EDP qui définit la densité, on a un Laplacien, donc on prend le Laplacien et on soustrait 2 fois le Laplacien. Après, on écrit le Laplacien comme la divergence du gradient, d'accord, donc la divergence, c'est la trace de la jacobienne, d'accord, donc quand je fais la jacobienne du gradient et la trace, j'obtiens le Laplacien. Et là, on fait une technique que vous avez déjà vue, je pense, ici, qui est de voir le gradient d'une densité comme étant xi fois le gradient de la log densité. Si je prends le gradient du log, je vais voir le gradient divisé par xi, donc je dois rajouter xi pour que ça fonctionne. C'est encore un tout petit peu ici qui traîne, voilà. Et donc, quand je fais ça, je fais apparaître xi. Xi, j'en ai besoin dans le terme de divergence ici. Et quand j'ai fait ça, on voit que je peux tout remettre dans la même équation. J'ai ma dérivée par rapport au temps. J'ai moins une divergence, donc j'ai le x qui reste là. J'ai mon nouveau terme qui est le gradient de log du score. Et maintenant, j'ai un plus Laplacien. Donc maintenant, j'ai exactement une équation de Fokker-Planck. Et je n'ai qu'à identifier les termes. Et donc là, x, c'est x, d'accord, y, c'est y. Et là, j'ai le gradient du log de la densité de x, et je l'ai appelé R tout à l'heure. Donc on voit que si je veux faire, je peux voir le processus backwards comme étant une équation dérivée partielle, équation différentielle stochastique, pardon. Et donc, à la fin, l'algorithme va être lequel? Il va être excessivement simple, alors simple aussi entre guillemets, parce qu'on verra qu'il faut quand même d'autres choses pour le faire fonctionner. Eh bien, j'ai qu'à discrétiser l'équation différentielle stochastique qui est ici. D'accord? Exactement comme je l'ai fait au transparent précédent, eh bien, je passe de l'étape k à k plus 1 en imaginant que je rajoute gamma au temps, et donc j'ai gamma fois mon drift, donc le drift c'est ça, donc c'est yt plus 2 le gradient du log, hop, gradient du drift, plus un racine de gamma fois une gaussienne. Donc ça c'est l'algorithme. Une fois que je connais les R, l'algorithme va être celui-ci. Donc ce qui est magique ici, c'est que c'est l'équation très simple à mettre en œuvre. Le seul hic, c'est qu'il va falloir connaître toutes ces densités. Donc c'est quoi ces densités? Je rappelle que c'est la densité R de petit t, c'est la densité de x. C'est quoi x? C'est la densité de x0, qui est ma densité initiale, plus une gaussienne, le tout rescalé. Donc le rescaling, ça ne change pas grand-chose, hein, on sait gérer pour la densité. Il va falloir rajouter du bruit à x0, du bruit gaussien. Et ça, c'est exactement ça qu'on va appeler la fonction score au transparent suivant. C'est que j'aurai besoin de la log densité, du gradient de la log densité de x0, qui est ma densité initiale, plus du bruit gaussien. Si je connais ça, eh bien, je peux mettre en œuvre cette diffusion. Et si jamais, et ça, il faut le connaître à plusieurs échelles. D'accord, ce n'est pas uniquement un seul temps t, parce que j'ai besoin de pouvoir suivre cette diffusion. Donc, il faut connaître ce score pour tous les t qui sont de grand T à 0. Ça veut dire qu'il faut que je connaisse la densité de ma densité initiale image plus du bruit, avec du bruit qui va de variance 0 à variance assez grande. Donc, il va falloir apprendre tous les scores de manière simultanée. Ah, donc ça, c'est l'algorithmique. Et donc là, je n'ai pas mis d'image, mais toutes les images que vous voyez où vous générez des belles images, des nouveaux visages, eh bien, sont basés là-dessus. Il y a bien sûr plein d'autres hacks pour les faire marcher, mais ça, c'est le principe général. Donc maintenant, comment on va apprendre ces scores? Donc ça, c'est un point important, parce que pour l'instant, si je dispose de mes données
des images, j'ai beaucoup d'échantillons de x0, ça ne me dit pas comment prendre le score. D'accord? Donc, si ça se trouve, la tâche d'apprendre les scores est aussi difficile que la tâche d'échantillonner, et je n'ai pas avancé beaucoup. Bien, il s'avère que, on va pouvoir faire le lien avec ce que vous avez vu juste avant. Donc là, ce qu'on va appeler le score, on va appeler, donc, alors là, les notations, donc c'est RT, je crois que c'était RT tout à l'heure, mais l'idée c'est le gradient de log, c'est Q, et si jamais donc je divise par exponentielle moins T, d'accord, pour vraiment avoir ma densité plus du bruit, sans rescaling, eh bien, ça me fait un scalaire ici qui va partir de 0 quand T vaut 0 et va grandir avec T. Donc à la fin, j'ai besoin de la densité de x0 plus un bruit gaussien de variance sigma carré. Et donc ça, je vais l'appeler Q sigma, donc en fait ça va être R ici, excusez-moi là je n'ai pas corrigé, à chaque fois je le vois, à chaque fois je le vois, à chaque fois je l'oublie, pas grave. Donc Q sigma, ça va être la densité de x plus une gaussienne isotrope de variance sigma carré. Et donc là, un élément important, et ça date de Robbins, années 50, et pour ceux qui aiment l'optimisation, c'est le même Robbins que Robbins-Monroe, d'accord, gradient stochastique. Voilà, donc il est quelqu'un qui contribue à plusieurs aspects. Et en fait, Robbins l'a fait dans le cas exponentiel, je crois, loi exponentielle, et c'est Miyazawa qui l'a fait dans le cas gaussien, et j'ai la preuve qui est encore là. Et il s'avère que ce score, en fait, est équivalent à l'algorithme optimal de débruitage. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si je considère donc le x, mon image, je lui rajoute du bruit, sigma fois du bruit, et j'observe la version bruitée y, comment je reviens à x. D'accord? C'est la tâche de débruitage. Et si jamais je mets un critère quadratique sur la performance de débruitage, donc si je trouvais l'estimateur qui dépend de y, tel que l'écart à x en moyenne quadratique est le plus faible possible, eh bien ça, c'est l'espérance conditionnelle. Vous avez dû voir ça juste au-dessus. Et là, il y a un côté magique que cette espérance conditionnelle, elle est essentiellement fonction du score. Donc la formule est assez simple finalement. L'espérance conditionnelle, c'est de prendre y, d'accord, quelque part, y, c'est x plus du bruit. Donc l'estimateur le plus débile, c'est de dire que je prends x égale y. Donc ça va faire quelque chose de très bruité, bien sûr. Et il y a un terme correctif, et ce terme correctif, il va essentiellement dépendre que de la densité de y. Donc le côté magique, c'est que ça ne dépend pas de la densité de x. Donc on a besoin que de la densité de la variable bruitée. Donc ça a été utilisé dans plein d'endroits en MATLAB, d'accord. Donc il y a les noms classiques, il y a Eero Simonchili qui a utilisé ça pas mal. Ivarinen, Apo Ivarinen et Saïd Saremi, mon co-auteur, l'ont aussi utilisé dans un cadre de sampling. Mais c'est un truc qui revient tout le temps. Et la preuve, vous l'avez faite, c'est encore intégration par partie. C'est vraiment quelque chose, et ça revient très souvent. Si vous faites des stats, eh bien, la méthode de Stein est basée sur la même chose. L'espérance de x fois une fonction de x, quand x est gaussien, eh bien, ça correspond à l'espérance du gradient de f de x. C'est essentiellement ça qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour la gaussienne, pour une gaussienne, d'où l'importance du bruit gaussien. Donc ici, si je remplace ça par une autre variable aléatoire de moyenne nulle, et même de variance à identité, j'aurai une formule différente. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle donc, le denoising score matching? Donc, comment je vais apprendre les scores? Donc là, pour l'instant, on a vu que échantillonner, ça demandait d'avoir tous les scores à toutes les échelles sigma possibles. Eh bien, donc ça c'est le résumé de ce qu'on a vu. On veut estimer Q de sigma. On sait que Q de sigma, même mieux, on ne veut pas Q de sigma, on ne veut que le gradient de son logarithme. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on veut en fait un peu, on veut un peu plus ou un peu moins selon le point de vue, mais on veut, bref, log de Q de sigma. Et il s'avère que ce gradient de log de Q de sigma, c'est une performance de denoising. D'accord? C'est un denoiser. Et donc l'idée qui avait été utilisée d'abord, qui date d'Ivarinen, c'est que quand on va apprendre un score, eh bien, typiquement, ça ne rentre pas dans la catégorie classique d'estimation de densité. Donc, ce qu'on voit quand on fait un cours de stats, on voit par exemple le maximum de vraisemblance. On va chercher à maximiser par rapport au modèle la vraisemblance des données.
Ici, la vraisemblance des données, bon, on l'a pas, on n'a que le gradient de log, on n'a que le score qui est le gradient du log. Donc on n'aura pas facilement accès au max de vraisemblance. Et ce qu'a fait ApoIVRNN, c'est de trouver un critère qui était utilisable pour apprendre la fonction score. Donc ça correspond essentiellement à comparer les scores. Donc si P sont mes données, eh bien, je vais pouvoir l'intégrale de P de x entre le gradient, le carré du gradient entre la différence entre les scores. Eh bien, vous voyez bien que quand Q se rapproche de P, ça va être égal à 0. Il y a un petit côté magique, encore intégration par partie, où à la fin, ce critère-là peut se voir comme une espérance par rapport à P. Donc le problème quand on fait de l'estimation de densité, c'est qu'on n'a pas accès à la densité cible de manière analytique. On n'a qu'un échantillon. Donc pour avoir ce qu'on appelle une proper scoring rule, voilà, pour avoir quelque chose qui est correct, il faut pouvoir avoir une intégrale par rapport à P. Et il s'avère que par intégration par partie, on peut avoir une intégrale par rapport à P. Donc ça, je le mentionne parce que c'est vraiment la source de ce qu'on va voir juste après vient là. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc là, je saute quelques étapes. Eh bien, ce critère de score matching, qui a été étudié pour bien comprendre comment on peut estimer une densité, eh bien, qu'est-ce qu'il donne à la fin comme critère? Et là, il y a plusieurs passages que je passe, mais à la fin, l'algorithme est assez simple. Eh bien, il va essentiellement apprendre le score en apprenant à débruiter. D'accord? Donc, pourquoi? On sait que si j'ai le score, eh bien, j'ai le débruiteur optimal. Et donc, comment on va apprendre les scores? Donc, ça s'appelle Dinoisine Score Matching. Donc, ça date de Vincent, j'allais dire Emmanuel Vincent, non, Pascal Vincent en 2011, et IVRNN qui l'a proposé un peu aussi avant, de manière un peu différente. Ça va de dire, eh bien, je prends mes données X, j'observe mes XI, eh bien, je vais créer un YI en rajoutant du bruit. D'accord? Je rajoute du bruit tout seul, je rajoute du bruit gaussien, donc j'ai un YI, et après je vais essayer de revenir à X. D'accord? Donc d'apprendre cette fonction-là, de telle sorte que quand j'imagine que cette fonction-là sera le gradient de log Q, eh bien ça sera YI plus cela, ça sera normalement le denoiser optimal. Donc je vais regarder la différence entre la vraie version débruitée et le denoiser que je propose. Et bien quand je fais ça, c'est un critère qui va m'apprendre à débruiter. Donc ça, c'est de manière directe à cause de la formule d'empirical base, ça va m'apprendre le score. Donc comment c'est fait après en pratique pour les images? Eh bien, on va prendre un paquet d'images, donc la n va être grand, d'accord, plusieurs milliards, j'imagine maintenant. Je prends une image, je rajoute du bruit gaussien, et on verra des exemples tout à l'heure que le bruit gaussien les déstructure complètement, et je paramétrise une fonction, d'accord, gradient log Q de sigma, donc je ne sais plus s'ils apprennent Q de sigma, ou log de Q de sigma, ou s'ils apprennent le gradient directement. Donc soit une fonction à variable réelle, ou directement une fonction à variable vectorielle, j'avoue que j'ai un peu oublié, avec plein de paramètres. Donc là, il y a toute la technologie des réseaux de neurones avec les architectures que vous avez dû voir dans d'autres cours. Donc beaucoup de paramètres, beaucoup d'observations, descente de gradient dans tous les sens, et à la fin, on obtient le score. Difficulté supplémentaire, il faut le score à la fois pour un sigma, pas seulement pour un sigma, mais pour plein de sigma. Donc il faut le sigma très grand, qui correspond quand j'ai rajouté beaucoup de bruit, on ne voit plus de la gaussienne, d'accord? Et je vous montrerai des exemples tout à l'heure, à le denoiser qui n'a pas beaucoup de bruit. Donc ça, c'est le principe. Donc, étape 1, de mes données, j'apprends les scores. Et étape 2, de mon score, j'apprends de mon score, je suis cette SDI, donc je rajoute du bruit au fur et à mesure. Donc, avant que je passe un peu à la suite, à la version un peu alternative, y a-t-il des questions sur ce cadre de score diffusion? Très bien. Donc on va passer donc à une vue score matching proof, je ne les ai pas faites. Voilà. Donc ça c'est le résumé de ce qu'on a vu. D'accord. Donc étape 1, j'apprends les fonctions score partir à différentes échelles. Et ensuite je lance ma diffusion. D'accord. Voilà.
Donc, regardons maintenant une vue alternative. Donc, ça, c'est des travaux en collaboration avec Saïd Saremi et Ji-Won Park, qui sont à Genentech en Californie. Donc, la première idée, c'est d'aller au-delà d'une seule mesure. Donc, ça, c'est souvent quand on, dans un cadre traitement du signal, on dit signal bruité. Dans un cadre statistique, souvent on dit Y est la mesure de X, qui est elle-même bruitée. Donc, quand on a plusieurs mesures, ça veut dire qu'on n'aura pas un Y qui est une copie bruitée de X, mais on en aura plusieurs. Donc, on va prendre ma distribution des données, mes images, et j'ajoute du bruit en parallèle. Donc, on peut voir que la diffusion va rajouter du bruit en série. Quand on rajoute du bruit de plus en plus fort, la gaussienne de variance 2 sigma carré, c'est sigma carré plus sigma carré. Donc, quand on rajoute du bruit de plus en plus, on fait du rajout de bruit en séquence, et là, on le fait en parallèle. Donc, pour le même X, je rajoute des bruits, et bien sûr, ces bruits seront indépendants. Les epsilon I sont indépendants. Et donc, la première chose à savoir faire, c'est si j'observe plusieurs mesures, comme cela, eh bien, est-ce que je peux faire un débruiteur? Donc ça, c'est la même preuve que le résultat empirical base. À nouveau, intégration par partie. Et donc, si vous faites espérance de x, donc qui est la donnée initiale, étant donné les différentes mesures, eh bien, vous obtenez la moyenne, qui est plutôt un estimateur logique. Donc, j'ai des copies bruitées de x. Si je les moyenne, je vais un peu moyenner le bruit aussi. Donc ça c'est l'estimateur simple, duquel je vais rajouter un terme correctif. Et ce terme correctif fait apparaître aussi le score. Et cette fois-ci, le score a une variance qui est divisée par m. Donc, il y a une logique. Le fait d'avoir eu m mesures, ça correspond à avoir m fois moins de bruit en termes de variance. Donc ça c'est la formule. Et un autre point, c'est à quel point je suis proche. Donc ça, pour l'instant, ce que j'ai dit ici, c'est que cette formule-là est le débruitage parfait, optimal. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Il peut très bien, le mieux qu'on puisse faire, y avoir une performance qui est très mauvaise. Et donc, on peut essayer de caractériser la différence entre la loi de x et la loi du x débruité. Donc c'est ce qu'on peut faire ici, ce qu'on a commencé par faire. Donc si je prends la loi de x et après la loi du x débruité, après avoir observé uniquement les mesures, eh bien on voit apparaître, donc ça c'est en Wasserstein, que c'est l'ordre de sigma carré d sur m. Donc sigma c'est la variance du bruit rajouté, d c'est la dimension ambiante, et m c'est le nombre de mesures. Donc ce qu'on voit arriver, c'est que si je prends sigma carré sur n de plus en plus petit, et j'ai deux manières d'y arriver, soit je prends un sigma petit, soit je prends un m grand, eh bien j'aurai un résultat qui sera aussi proche que je le veux. Donc ça, c'est un résultat qui est correct, mais qui n'a aucun intérêt. Alors savez-vous pourquoi il n'a aucun intérêt? Bon, c'est pas facile, hein. D'accord? Donc j'ai parlé d'un estimateur hyper simple qui est la moyenne des y. D'accord? Eh bien la moyenne des y va avoir exactement cette performance aussi. D'accord? Donc ce résultat, bon, pourquoi? Parce que simplement, quand je prends si l'y c'est x plus epsilon i, la moyenne des y c'est x plus la moyenne des epsilon i, et la variance de la moyenne, eh bien c'est la moyenne des variances, d'accord? Et donc on obtient un terme 1 sur m, d'accord? On obtient sigma carré d sur m. Donc le fait de ce résultat dit simplement que quand sigma carré et m, sigma carré sur m est très petit, ça va bien se passer, mais c'est vrai pour toutes les lois potentielles de x, d'accord? Donc si x est lui-même très gaussien, très diffus, vous ne pourrez pas faire grand-chose, et vous aurez une borne comme ça qui sera assez mauvaise. Elle est mauvaise parce que d en image, d c'est un million, quoi. D'accord? Donc s'il faut contrer, il faut rajouter un peu de bruit et contrer le sigma carré fois 1 million, ça va être un peu compliqué. Mais si votre loi de x est
assez marqué, d'accord, avec beaucoup de zones vides, avec appartenant à des sous-espaces ou des sous-variétés, eh bien vous avez une possibilité d'avoir un résultat nettement meilleur. Donc ça se voit, on peut le montrer si on veut. Si on a une densité de x qui est un peu singulière, eh bien on peut passer de sigma carré sur m, quelque chose qui est exponentiel en moins sigma carré sur m, en m sur sigma carré. Donc ça c'est la première chose. Donc la première idée de Saïd avec un autre co-auteur Srivastava était de dire bon bah pour sampler par rapport à x, je vais sampler des y. L'idée étant que comme la densité de y c'est x plus du bruit, eh bien on peut imaginer que c'est plus facile à sampler que x. Et après je vais utiliser empirical base pour revenir. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça, ce sont des vraies données. Hein. Donc ça, c'est une image X, donc une vraie image Sharp de la base de données. Je rajoute du bruit. Et là, on voit que les sigmas qu'on utilise pour faire ce denoising, ils sont grands. D'accord? C'est des sigmas qui dénaturent totalement l'image. D'accord? Donc là, c'est presque du bruit blanc. Donc on reconnaît un peu l'image derrière. Donc là, j'ai 4 échantillons, d'accord, bruités. Quand je les moyenne, eh bien, je divise donc le bruit par 2 en écart type. Donc on voit apparaître un peu plus l'image, mais ça reste très mauvais. Donc l'estimateur dont je parlais tout à l'heure, qui est la moyenne, il est vraiment pas bon. D'accord? Le bruit diminue, mais pas suffisamment. Par contre, si on apprend le score, d'accord, si on a appris le score par ailleurs, par denoising score matching, eh bien, quand on prend l'espérance de x sachant y, on obtient quelque chose qui est encore un peu bruité, d'accord? Donc vous voyez peut-être pas, mais c'est un tout petit peu flou, mais on voit apparaître quand même, l'image. Donc ça, c'est le point important, c'est que il se passe beaucoup de choses dans le denoising, et on rajoute beaucoup de bruit, d'accord? Donc on arrive vraiment à quelque chose qui est proche du bruit blanc, et on fait le chemin à l'envers. Donc là, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas trop dans leur approche, c'est que sampler et échantillonner des Y n'était pas si facile que ça. D'accord? Donc ça restait un problème non convexe, compliqué, non log concave, et ça posait quelques problèmes. Donc l'idée numéro 2, ça a été de regarder de manière séquentielle le problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours nos mesures M, on a M mesures, et encore ce sont des mesures en parallèle sur le même échantillon. Et ce qu'on va faire, on va d'abord en sampler une seule, Y1 de cette loi-là, d'accord? On verra comment on fait tout à l'heure. Et puis après, je vais itérer en échantillonnant le deuxième sachant le premier, et le IM sachant les I-1 premiers. Donc là, on n'a pas une chaîne de Markov, parce que, comme tous les YI dépendent les uns des autres, d'accord? À travers X. Donc quand on n'a pas une chaîne de Markov, donc à chaque fois, il faut vraiment conditionner par rapport au passé comme cela. Donc vous me direz, à quoi ça sert? 1, est-ce que c'est faisable? Et 2, à quoi ça sert? Et bien il s'avère qu'on va pouvoir répondre à ces deux questions. D'accord? Donc on va utiliser donc, des algorithmes pour échantillonner qu'on connaît et qu'on maîtrise. Il y en a beaucoup, mais celui qu'on va utiliser, c'est le Langevin dont je parlais tout à l'heure en début de présentation. Donc ce Langevin, je vous ai indiqué que si je ne suis pas log concave, c'est un peu hopeless, c'est un peu sans espoir. Voilà, c'est un peu sans espoir, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, on va utiliser Langevin, et ce qui va faire fonctionner l'algorithme, c'est qu'on va se débrouiller pour que ces toutes ces étapes d'échantillonnage soient log concave. Donc on verra que sigma sera pris suffisamment grand pour être log concave. Donc ça sera overall, ça sera de manière générale non markovien, parce que j'ai quelque chose qui dépend du temps tout le temps, qui dépend de tout le passé. Par contre, à chaque étape, ça sera markovien. Donc la manière dont on représente ça, c'est avec cette petit diagramme. Donc je prends à l'étape 1, eh bien j'échantillonne mon x plus du bruit, donc c'est très très bruité. Donc là, si je prends ma densité avec deux modes, j'ai mis tellement de bruit que je vois qu'un seul mode. Donc c'est facile à échantillonner, d'accord. Et donc là, c'est la première étape. Et là, j'ai une chaîne de Markov qui va bouger à l'intérieur de cette densité et finit par converger vers la bonne loi.
Ensuite, je prends l'échantillon que j'ai, je le garde, et je vais lancer une chaîne de Markov conditionnelle par rapport à ma première observation. Donc si mon observation elle est arrivée un petit peu à droite, eh bien, cette nouvelle densité elle sera un peu tiltée du côté droit. Elle sera toujours log concave, et j'ai refait une chaîne de Markov, et au fur et à mesure que je progressais, j'aurais commencé à trouver le mode, mais toujours avec une loi qui est conditionnellement log concave par rapport étant donné le passé. Et à la fin, j'ai retrouvé le bon échantillon. Donc là, on voit qu'on passe une densité qui mélange tout au fur et à mesure, qui identifie le bon mode dans cette distribution. Donc ça, c'est un peu la version diagramme. Donc comment ça va se faire? Donc d'abord le côté faisabilité. D'accord. Donc j'ai dit que je vais utiliser du Langevin. Donc ça va calculer le gradient de mes différentes fonctions. Donc pour le premier, ça on le sait que ça marche parce que c'est le gradient de la densité après avoir rajouté du bruit. C'est exactement le score, d'accord. Le gradient de la log densité, c'est exactement le score. Et pour m qui est plus grand, donc quand m est plus grand que 1, eh bien il s'avère que quand je conditionne par rapport aux mesures passées, eh bien donc je calcule le gradient par rapport à ym. Donc là l'important c'est que, et ça c'est un intérêt du score, c'est qu'on n'a pas besoin de la constante de normalisation. J'ai oublié de le mentionner. C'est ça un peu la magie du score. C'est la raison pour laquelle Apo-Iverinen l'a introduit il y a une quinzaine d'années, ou vingtaine d'années maintenant. C'est que le score fait disparaître la constante de normalisation. Donc là, j'ai uniquement besoin de garder la densité jointe, d'accord. Et quand je prends ce gradient, eh bien, intégration par partie, eh bien, j'ai la même formule. J'ai une formule très similaire il n'y a pas un gros intérêt de la voir, mais je sais la calculer en fonction de mes données, la moyenne moins le dernier observé, plus un score, toujours avec un sigma sur racine de m. Donc ça, c'est une faisabilité. Et donc, quel sera l'intérêt de faire ça? Eh bien, il s'avère que ce qu'on peut montrer, c'est que si sigma est assez large, eh bien, chacune de ces densités desquelles je dois échantillonner est log concave. Et on peut calculer la constante de log concavité. Donc, je me suis ramené à faire du log concave. Donc, mes chaînes de Markov ici, eh bien, je sais que je n'ai pas à en faire trop. C'est log concave, c'est entre guillemets maîtrisé. Ce n'est pas si facile, mais c'est à peu près maîtrisé. Donc ça, c'est sigma est grand. Chaque étape sera log concave. Mais si sigma est grand, je vais me retrouver avec une densité très très bruitée. Et donc l'intérêt, c'est que si m est assez grand, eh bien, je vais pouvoir avoir mon sigma carré sur m qui sera assez petit pour pouvoir retrouver des échantillons qui seront propres. Voilà. C'est ça un peu le bénéfice. Donc pourquoi c'est log concave? Donc ça, c'est des choses qui en fait ont déjà été étudiées en vision, d'accord. Donc c'est quand rajouter de la gaussienne, en vision ça s'appelle du floutage, des floutages gaussiens. L'idée étant que quand on floute une densité compliquée, eh on finit par devenir unimodal, d'accord. Et nous, on a besoin de log concave, qui est un peu une version un peu plus forte de unimodal. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut montrer. Voilà, donc il y a une preuve. Et la preuve, entre guillemets, parce que là, je ne fais pas toute la preuve, mais c'est encore intégration par partie. Donc, comment on montre qu'on est log concave? Eh bien, on calcule la hessienne de la log densité et on espère qu'elle est négative. On calcule une hessienne, eh bien, ça correspond à prendre le gradient du gradient et donc, à nouveau, intégration par partie, et on a une formule qui aboutit à quelque chose d'assez simple, qui est un terme négatif, là il y a un moins, identité moins la covariance de x sachant y. D'accord. Et si jamais les x sont un peu bornés, on sait qu'ils sont bornés à l'avance, eh bien, si sigma est assez grand, ce terme-là va toujours être petit par rapport à l'identité, et je vais bien avoir quelque chose de négatif. Donc ça, c'est la version simple que si vous mettez suffisamment de blur, à la fin, tout devient un peu unimodal et vous convergez vers une grosse gaussienne. Ça c'est assez simple. Et le deuxième aspect, quand on a plusieurs mesures, on peut à nouveau intégration par partie, et on peut calculer la hessienne, d'accord, de ma densité conditionnelle. Eh bien, j'ai la même formule, sauf que, et ça c'est pas évident que ça soit la même formule, mais c'est la même formule, et j'obtiens une covariance de x sachant tout le passé, d'accord, sachant toutes les mesures.
Et donc là, l'idée, ce qui est sympathique, c'est que plus je conditionne, plus la covariance diminue. D'accord? Donc ça, c'est vrai, c'est formel quand on fait en espérance par rapport à Y, mais c'est aussi, on peut le montrer que ça reste vrai, que si le premier log concave, ils seront tous log concave. C'est juste pour montrer que quand on rajoute suffisamment de bruit, eh bien, tout devient un peu simple à échantillonner. Alors, montrons un peu quelques exemples. Donc là, on l'a fait pour l'instant, on l'a fait sur des gaussiennes, mélange de gaussiennes pour pouvoir voir un peu comment ça se passe. Et là, on a des expériences actuelles qui montrent que ça marche comme ça fonctionne essentiellement à peu près comme les diffusions classiques. On verra quelques avantages après. Donc là, on prend deux gaussiennes, d'accord, avec le mélange de gaussiennes où chacune a une covariance donnée et un écart de moyenne qui sera constant. Donc quand je fais grandir la dimension, mes gaussiennes seront très très larges, très très éloignées par rapport à leur variance. Donc ça, bien sûr, c'est très facile à échantillonner si je connais où sont les moyennes, d'accord, mais c'est juste un test bed pour savoir si je prends un truc très très non-log concave avec vraiment deux grosses barrières de potentiel entre les deux modes. Donc j'ai deux modes, et il est très très dur. Quand je prends deux modes très éloignés, votre Langevin ne va jamais passer de l'un à l'autre. D'accord? Ça sera vrai avec une probabilité très très faible. Et donc on compare différents algorithmes. Donc là on fait augmenter la dimension. Donc quand D est petit, eh bien les gaussiennes finalement elles sont assez proches, d'accord, parce que là, quand D augmente, la distance entre les moyennes, la distance delta mu, elle grandit en racine de D. Donc quand D grandit, eh bien, on se retrouve avec quelque chose d'assez grand. Et donc là, si jamais je prends directement, si je prends alors juste une mesure, d'accord, donc là c'est optimisé pour avoir le meilleur sigma, eh bien ça fonctionne au début, puis après on n'y arrive pas, alors que OAT c'est en séquentiel, one at a time, on va apparaître qu'on arrive toujours à bien échantillonner. Il y a d'autres figures qui sont, si on se prend en rajoutant pas trop de bruit, eh bien, sans bruit ça fonctionne au début, puis ça ne fonctionne pas en dimension. C'est juste pour vérifier que ça fonctionne bien pour les mélanges de gaussiennes. À droite ici, on fait varier la variance du bruit. Donc c'est-à-dire c'est la variance initiale du bruit. Donc clairement, là, il va y avoir un compromis. Si je rajoute, donc là j'ai un budget constant ici, si je rajoute trop de bruit, eh bien je n'aurai pas suffisamment d'étapes pour arriver à un échantillonnage pas trop flou. Et si je rajoute pas assez de bruit, je n'arrive pas à échantillonner. D'accord? Donc là on voit il y a un sweet spot qu'on voit arriver. Donc pour finir, ça sera avant-dernier transparent. En fait, il s'avère que ce qu'on a fait est un sous-cas d'un cadre plus général qui s'appelle l'idée de localisation stochastique de Montanari de l'année dernière et qui est essentiellement, à mon sens, la vraie version qu'il faut retenir des modèles de diffusion. D'accord ? Donc la modèle de diffusion où je prends mon image, je rajoute du bruit et je fais demi-tour, et j'utilise Fokker-Planck pour dire que c'est le score, c'est quelque chose qui, pour moi, est un poil compliqué. Et il n'y a pas de raison de devoir avoir fait un cours d'équation différentielle stochastique pour comprendre le sampling. D'accord ? Donc cette version-là, la nôtre ne demande pas de connaissance de SDI, mais c'est-à-dire que la nôtre est un sous-cas de celle-ci. Donc on peut prendre celle-ci, et celle-ci est vraiment intéressante. Et donc l'idée, c'est de dire, bon, bah, je veux pâter d'une gaussienne et arriver à X. Donc, autant le mettre de manière explicite. Donc, je vais définir donc, Z, un processus stochastique, où je prends X, ma distribution initiale, je multiplie par T, donc quand T vaut 0, ça disparaît, et je rajoute un mouvement brownien, donc qui est en gros une gaussienne, qui est imaginairement gaussien à chaque étape. Donc quand T égale à 0, ça vaut 0, et puis ça grandit comme cela. Donc il y a plusieurs faits, je ne vais pas les mentionner, mais je pense que c'est la manière dont ça devrait être présenté maintenant. Donc premier fait, c'est que si je divise ZT par T, bien, ZT sur T, j'obtiens X plus BT sur T. Donc BT sur T, BT c'est un mouvement brownien, donc la marginale T, c'est gaussien de variance T. Donc quand je divise par T, ça fait gaussien de variance 1 sur T,
Donc, la distribution marginale de ZT sur T, X plus du bruit gaussien. On retrouve les mêmes éléments, d'accord ? Premier fait. Deuxième fait, ZT suit un processus stochastique, d'accord, qui peut se montrer en quelques lignes sans avoir à faire un Fokker-Planck, donc intuitivement plus simple, qui va dépendre aussi du score, aussi de la loi conditionnelle. D'accord, donc ça, c'est un fait qui n'est essentiellement le même calcul qu'on a fait, mais en plus simple. Et celui-ci, on peut le faire à la main. Aller faire le gradient du score, la réversion du score à la main, c'est pas facile. Là, celui-là, on peut le voir de manière intuitive. Et troisième fait, bon, ça on l'a déjà vu, c'est que comme ZT c'est X plus du bruit, eh bien, le débruitage de X connaissant ZT, eh bien, c'est aussi c'est la même formule, c'est vous avez Y plus sigma carré fois le score, là c'est pareil, sauf que Y c'est ZT sur T. Et donc l'algorithme que propose Andrea Montanari, c'est simplement de suivre cette diffusion, d'accord, qui n'est pas très différente de l'autre. Simplement, elle ne nécessite pas de dire que je fais quelque chose de forward-backward. Donc, quel est le lien ? Donc, il y a un lien assez intéressant. Donc, le lien qui m'a été donné par Andrea Montanari directement, c'est que si je prends la différence entre donc, mon processus ici, si je prends en deux étapes discrétisées par delta, donc entre k delta et k-1 delta, et je divise par delta. Donc, par définition, zk delta, c'est k delta fois x. Quand je retire celui de l'étape d'avant, eh bien, je récupère x. D'accord, c'est presque construit pour. Après, je prends mon mouvement brownien et je le préserve. D'accord, j'ai le mouvement brownien à k delta et le mouvement brownien à k-1 delta. Donc là, j'ai un incrément de brownien. Et donc là, l'intérêt des incréments de brownien, c'est qu'ils sont tous indépendants. D'accord, donc, qu'est-ce que c'est que cette variable aléatoire qui est la différence de ce processus stochastique à des instants discrets? C'est exactement x plus des bruits indépendants. Donc c'est exactement mes mesures multiples. D'accord, et le matching se fait avec delta égale 1 sur sigma carré. Donc ce qu'a vu Andrea, c'est le fait que notre processus qui partait de mesures de x plus du bruit, on prenait la première, puis on conditionnait, ça correspond exactement à suivre le processus stochastique Z, suivant le temps, mais en l'échantillonnant à des temps discrets. D'accord ? À l'instant 0, c'est juste, ça fait 0. Et puis à l'instant 1, eh bien, c'est mon Y1. Là, j'ai mon Y2 jusqu'au mon YM. D'accord ? Donc, c'est deux manières différentes de voir ce processus stochastique. Mais je pense que celle-ci, pour le coup, est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas de forward-backward comme ça. Voilà. Donc pour conclure, dans ce que j'ai fait en première partie, c'est de présenter un peu comment marchaient les modèles de diffusion. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le fait que la magie dans les scores. D'accord, la chose pas magique, la chose magique, il y a deux magies dans les scores, et deux, on sait apprendre les scores à partir de données. Ça, c'est la magie. Par contre, si je vous donne la densité de f de x, d'accord, sans bruit, donc pour sigma égale à 0, aller construire le score, ça, c'est pas facile. D'accord, donc ça ne résout pas les problèmes d'échantillonnage classique. Hein. Donc, si je vous donne une densité qui n'est pas log concave, je vous donne f de x, vous ne saurez pas utiliser cette technique-là pour le faire. Et le problème, c'est que calculer le score est un problème. Mais là, si on connaît les données, eh bien, on peut estimer le score, donc par denoising score matching. Et ce qu'on a proposé avec Saïd et Jiwon, c'est de voir une interprétation qui est sans équation différentielle stochastique. Et donc, il permet, de savoir où commencer. On commence, on ajoute du bruit jusqu'à être log concave. D'accord, on sait au moins dire un peu à l'avance, on peut caractériser où s'arrêter. Il y a toujours deux hyperparamètres, c'est sigma et carré m. Donc, dans les extensions, c'est de comparer ça avec les score matching, qui est le score matching classique. Bon, si on l'a fait, ça marche pareil, c'est pas très surprenant. C'est de comparer un peu la performance d'échantillonnage. D'accord, donc ça, il y a des travaux qui existent déjà pour savoir si je connais les scores, à quelle vitesse je vais aller, en gros, combien de pas de gradient je vais devoir faire.
Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans notre approche, il n'y a pas d'équatif stochastique. Il n'y a pas de gaussienne. Il y a une gaussienne parce qu'on le définit avec des gaussiennes, mais l'idée de dire je prends mon x que je bruite, je peux le faire avec une gaussienne, mais je peux le faire avec des variables discrètes, je peux le faire avec des variables entières, je peux le faire avec un peu ce que je veux. Donc ça, c'est un peu ça qui nous intéresse en ce moment, c'est de voir étendre la diffusion au-delà des gaussiennes, c'est un peu compliqué, mais le côté discret, lui, est facile à étendre. Et enfin, bien sûr, il y a le sampling conditionnel. Donc ça, le but, et c'est ça qui est impressionnant dans ces tours de génération d'images, c'est que je donne un prompt et ça génère une image correspondant au prompt. Donc ce qui est assez magique ici, et la manière dont ça fonctionne, c'est uniquement la règle de Bayes, c'est que la proba de x sachant y, donc si y est votre prompt, disons une classe d'image, vous voulez sampler de x sachant y. Eh bien la proba de x sachant y, c'est celle de x et celle de y sachant x. C'est le produit des deux. D'accord ? P de x, on sait, on vient de le faire, génère une image naturelle. Et P de y sachant x, c'est un classifieur. D'accord ? Donc pour faire du sampling conditionnel, il faut juste savoir échantillonner une image, avoir une densité de toutes les images du monde, donc ça c'est ce qu'on vient de faire là, et d'avoir un bon classifieur y sachant x, donc prompt sachant x, et ça, on a plein de manières de le faire. Donc ça, je n'ai pas parlé du tout dans le détail, mais vraiment à la fin, c'est vraiment utiliser la combinaison de scores pour savoir bien estimer les scores de la densité des images naturelles, et il y a un bon classifieur, et ça donne ces belles images que vous avez tous vues. Merci de votre attention.